là, on est en plein centre de la maison et là, l'idée, c'est que c'est la cuisine parce que c'est de là d'où viennent tous les couloirs et ça va être vraiment le lieu où on se retrouve, le lieu où on vit, c'est bien souvent la cuisine. Bonjour, bienvenue à la maison Bernabé. Venez, on va visiter. La maison Bernabé, c'est une maison qui est destinée à accueillir des prêtres qui traversent une période de burn-out, d'épuisement. Parce qu'en France, lorsque les prêtres rencontrent ce type de difficultés, malheureusement, il y a vraiment très peu de structures pour les accueillir. Alors en fait, là, on est dans l'atelier provisoire de restauration des portes de la maison. Dans la maison, il y a plein de vieilles portes qu'on restaure petit à petit. Ça demande, c'est un travail un peu de titan. Il faut enlever les nombreuses couches de peinture. Mais après, ça fait des portes vraiment sympas qui vont venir orner principalement les chambres du premier étage. Avec mon épouse, on a travaillé pendant 15 ans dans un diocèse et j'ai participé au conseil épiscopal et de temps en temps, on parlait de prêtres qui rencontraient des problèmes. Je posais la question à l'évêque, mais est-ce qu'il n'existe pas des structures pour pouvoir accueillir les prêtres? Et en fait, non. En France, il n'y a vraiment pas grand-chose pour accueillir des prêtres qui rencontrent des difficultés. La vie d'un prêtre, c'est une vie qui est suroccupée. Il célèbre la messe, mais il va voir aussi les paroissiens, il fait du catéchisme, il va voir des malades, il a des sacrements à préparer. Regardez un jour l'agenda des prêtres, les activités s'enchaînent sans cesse. Et c'est ça qui fait le burn-out, c'est en fait une sorte d'épuisement qui est d'ailleurs caractéristique de toutes les professions où on donne de soi. On a fait aussi cette spiritualité du prêtre qui est totalement donnée à ses paroissiens, oui, mais à tel point que parfois il ne s'écoute pas lui-même, il n'arrive plus à prendre soin de lui-même, et puis il arrive aussi par manque de ressourcement à un moment où il n'arrive plus à comprendre ce qu'il fait. Un prêtre en burn-out, ça existe et c'est possible. Cela peut paraître étrange, vu que dans la pensée courante, la plupart du temps, les gens présument qu'un prêtre n'a pas beaucoup de choses à faire dans sa journée quotidienne. Mais pourtant, s'ils savaient, je veux bien les prendre avec moi et qu'ils me suivent sur une semaine de pastorale et ils verraient la réalité même de la démarche et de la mission d'un prêtre. Aujourd'hui, le ministère que je vis n'est pas du tout le même que celui que j'ai vécu il y a 30 ans. Et il s'avère que quand je suis rentré au séminaire et formé par le séminaire, je n'aurais jamais pensé que j'aurais autant de responsabilités aujourd'hui, parce que les responsabilités sont multiples et variées. Il y a à côté de cela toute la gestion si je peux parler de gestion de la vie de l'Église, qui m'est confiée plus particulièrement en tant que chargé d'âme, en tant que curé, à savoir les églises, à savoir les presbytères, à savoir les bâtiments annexes dont on a la charge. Et j'avoue que de ce côté-là, je n'ai aucune formation. Il faut gérer aussi tout un pôle de trésorerie, de comptabilité. Je n'ai absolument pas de formation en cela. Il faut faire aussi du management avec des personnes qui sont la plupart du temps bénévoles. Je n'ai pas eu de formation en cela aussi au séminaire. Mais bon, avec le temps, ça s'acquiert. Je m'entoure de personnes qui sont compétentes dans les différents domaines parce que je ne peux pas tout gérer. Et puis nos territoires en plus, aujourd'hui pastoraux, par le fait de manque de prêtres, fait que nous avons de plus en plus de responsabilités et de paroisses à gérer et à mener. Qu'est-ce qu'elles vont subir comme traitement? Comment on va continuer? On reponce toutes les parties plates et au final, ça donne ça. Dans notre vie, avec mon épouse, il y a des moments où ça n'allait pas bien et des prêtres étaient là pour nous aider. Et en fait, on se rend compte que les prêtres aident les gens qui vont pas bien, mais lorsque eux vont pas bien, il n'y a personne. Voilà. Donc il y a des prêtres pour aider les couples, mais est-ce qu'il y a des couples pour aider les prêtres? Voilà, c'est ça la question. Elles ont les mêmes formes, toi tu as ces espèces de croix avec les 4 panneaux. Oui. Ça a donné quelque chose d'un peu homogène sans être standardisé. Quoi. Absolument. Ouais, c'est cool. Dans son jus, parce que de toute façon c'est les portes, c'est les portes dans son jus. De la maison. Dans le jus de la maison, canon. Les prêtres, d'abord, c'est des hommes hein, comme les autres, avec une vocation particulière. Ils font partie de ces hommes qui sont destinés au don, à se donner aux autres. Et en fait, c'est bien souvent la difficulté dans le burn-out, c'est où mettre le curseur. Pascal Hide, qui a travaillé sur la question du burn-out, définit le burn-out comme la maladie du don. C'est-à-dire, je donne, mais je donne mal. C'est-à-dire que je donne jusqu'à m'en épuiser. C'est parce que je suis pas j'ai pas mis ce qu'il faut en place pour accueillir ce que je reçois,
Parce qu'on ne peut pas donner sans accueillir le don qu'on reçoit, sinon la balance se détraque et on finit en épuisement. J'ai appris au cours de ces années de ministère, j'ai appris, oui vraiment, à dire non. C'était difficile au départ, parce qu'on rentre dans une certaine culpabilité de ne pas répondre positivement à ce qui nous est demandé, parce qu'on est prêtre. Si on n'entre pas dans cette démarche-là de temps à autre de dire non, parce qu'on a nos limites humaines, on n'avance pas non plus. Et dire non, ce n'est pas forcément de l'irrespect dans ce que l'on formule auprès de la personne. Ça veut dire qu'il faut entrer dans une communication automatiquement de respect mutuel pour avancer, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, ça sera une future chambre pour les prêtres. En gros, une bonne vingtaine de mètres carrés. Il y a une belle hauteur sous plafond. Il y a largement de la place de faire un coin sanitaire. Et pour l'instant, c'est encore des travaux. Ici, ce qui se passe à Vauvert, c'est que c'est vraiment un emplacement idéal. On est en plein centre-ville d'une petite commune. On a le centre-ville à 10 minutes à pied et on a les Costières à 5 minutes. Puis on est à une demi-heure de Nîmes, 3/4 d'heure de Montpellier. Et pour nous, c'était vraiment vital pour qu'il puisse y avoir un suivi, un accompagnement psychologique et spirituel de qualité pour les prêtres qui vont venir ici. Donc ici, on va s'occuper de l'âme et du corps du prêtre. Voilà. Et dans le corps du prêtre, eh bien, l'exercice physique est important. Donc il y a une salle de sport qui va effectivement être en place. Il y a des activités à l'extérieur. Ils vont avoir l'occasion de remettre les mains dans la terre avec le potager. Ils vont aussi avoir l'occasion de s'occuper des bêtes parce que lorsque vous êtes soigné, pouvoir à votre tour prendre soin, c'est important dans votre dignité. Ce qu'on va faire, c'est pas simplement, vous voyez, prendre soin du corps, c'est aussi un accompagnement à la fois spirituel, un accompagnement médicalisé, s'il y en a besoin, de voir un psy. Et puis peut-être aussi un accompagnement dans la manière d'organiser sa propre vie. Travailler sur la manière d'organiser ses semaines, son emploi du temps. Alors un prêtre, normalement, doit savoir s'organiser dans son sacerdoce, dans son ministère quotidien. Après, ce n'est pas donné à tous les prêtres non plus. Je sais qu'il y a des formations qui sont données aujourd'hui sur le plan national, je dirais un peu de coaching pour les prêtres, pour les aider justement, de par la situation présente de grandes responsabilités, de pouvoir mener à bien justement leur organisation, je dirais leur planning, entre guillemets professionnel, bien évidemment, pour pouvoir gérer. Monseigneur Brouet est vraiment sensibilisé aux difficultés que les prêtres rencontrent. Il nous a aidés à trouver différents lieux et c'est lui qui nous a proposé ce château de Vauvert. C'est une magnifique bâtisse, elle date du XVIIe siècle. Les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées, on a un bel escalier en colimaçon, il y a des belles hauteurs sous plafond. La bâtisse est vraiment chaleureuse, confortable. Les gens de Vauvert, ils sont vraiment attachés parce que c'était pendant très longtemps l'école Notre-Dame. Une bonne partie des gens de Vauvert sont venus ici quand ils étaient petits, ont fait leur primaire. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Voilà, là on est sur la cour nord où cet été avec 4 groupes de compagnons, on a refait cette terrasse, on a mis en place une citerne de récupération d'eau de pluie pour le potager et on a refait les évacuations des eaux usées parce qu'elles étaient dans cet état-là. L'intégralité des travaux c'est 1,2 million. Au niveau des fonds, eh bien on a été un peu partout, on a des fondations qui nous aident, on a des particuliers qui ont donné et puis des entreprises. La première phase des travaux est la plus importante parce qu'il faut passer les réseaux dans toute la maison. Donc il faut faire l'intégralité du chauffage, de l'électricité, de l'amener d'eau et des évacuations. Donc la première phase, elle est de 600 000 € et sur ces 600 000 €, pour l'instant, il nous manque 250 pour pouvoir accueillir les 3 premiers prêtres. Les prêtres viendront envoyés par leur évêque. Donc c'est l'évêque qui paiera, si je puis dire, la pension du prêtre. Et les prêtres, ils ont un traitement. Et donc c'est avec ce traitement qu'ils vivront là. Il y aura certainement des dons pour faire vivre, mais le budget devrait s'équilibrer à partir de ce que les prêtres vont apporter comme prix de pension, si je puis dire. Tu vas remplir ici, et ça te paraît clair? Ouais. Allez, pour les bénévoles, pour qu'ils soient bien dans leur travail, ils ont vraiment besoin d'être sûrs de ce qu'ils font. Donc s'ils ne sont pas conseillés, si on ne leur explique pas comment ils doivent le faire, qu'on ne les corrige pas, eh bien on les laisse dans un flou et qui ne leur donne pas la joie d'avoir réussi à faire un travail nickel. Voilà. Tu vois, parce que celle-là,
elle est vraiment toute trouée de partout. Alors ça, c'est toi qui décides au niveau de l'esthétique. Hein. Tu peux la laisser complètement comme ça et ne faire que le bord. Ouais, Si mais- tu n'aimes pas, Ouais. eh bien tu recoupes. T'es d'accord avec elle? Ouais, Allez, alors go. allez, go. Je suis le projet depuis le début parce que je travaillais avec Olivier avant. J'ai fait une reconversion dans le bâti ancien et du coup c'était l'occasion de venir les aider à gérer les équipes de bénévoles qui se rendent disponibles le week-end. C'est assez incroyable pour venir aider. Je gérais déjà des bénévoles dans mon ancien travail, ça matchait. Le bâti ancien, ça matchait. Et la cause qui est d'aider les prêtres qui nous ont beaucoup aidés, moi aussi dans ma vie, etc. C'est un juste retour des choses pour des hommes qui donnent tout et qui donnent toute leur vie. Et la plupart, on est en activité, donc il n'y a pas beaucoup de retraités, là, donc on vient que les samedis. On a programmé ça une fois par mois depuis le début de l'année, là. On part de zéro, je trouve ça assez formidable. Et ce que je trouve super, c'est vraiment le fait que déjà on est toute une équipe pour bosser sur ce projet qui nous tient tous à cœur. On sera heureux de voir cette maison revivre, être habitée et retrouver de la joie, de la fraternité. C'est un retour équilibré, je dirais, à quelque part, une participation. Il a fallu que des prêtres tombent en burn-out, il a fallu que des fidèles s'en rendent compte, et puis il a fallu cette enquête de la Conférence des évêques de France qui a mis en lumière, de manière chiffrée, quand on fait une enquête, on a des pourcentages. 2 prêtres sur 10 qui présentent des symptômes dépressifs, et 40% des prêtres qui présentent un faible score d'accomplissement personnel. Donc il a fallu des chiffres aussi pour nous mettre la réalité. Ça n'est pas que des cas isolés, c'est aussi une tendance. Dans ma vie sacerdotale, j'ai vu bon nombre de mes confrères en souffrance. Et parfois seuls, n'ayant pas de soutien pour pouvoir prendre le dessus devant les difficultés sacerdotales qu'ils éprouvaient. Je pense qu'il y a de la pudeur chez les prêtres à ne pas parler de ses faiblesses, de sa santé, des moments de lassitude, des moments de fatigue. Parce qu'on doit toujours être au top niveau, on doit toujours avancer et il faut être en quelque sorte le bon berger du troupeau qui est sans faille et on nous met souvent sur des piédestals et des fois même la barre est mise haute et alors qu'on n'est pas forcément en capacité de donner ce qui est en attente de nous, quoi. C'est pour ça que cette maison Barnabé peut être vraiment un lieu de ressourcement, un lieu de se retrouver intérieurement et puis de poser les valises, de reprendre vie dans sa mission, quoi. C'est extraordinaire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir ouvrir pour les 3 premières prêtres à Pâques. C'est une date symbolique et ça serait vraiment un beau lancement. C'est sûr que la maison Barnabé, on l'a conçue comme quelque chose qui pourra être copié-collé. Voilà. Mais avant de copier et de coller, il faut d'abord qu'elle existe, qu'elle soit testée, qu'on vérifie comment elle fonctionne et que le modèle soit prêt à être copié. La maison de Vauvert, elle n'est pas que pour le Gard. J'espère bien qu'on ne va pas avoir 10 prêtres en burn-out. Non, c'est pour la France entière. Si ensuite il y a d'autres besoins, oui, ça pourra servir de modèle. Ou bien pour d'autres pays. Parce que d'autres pays peuvent se dire, tiens, voilà un bel exemple à suivre. Je trouve que la création de cette maison Barnabé est une heureuse initiative parce qu'elle prend en compte le prêtre dans son intégrité. À la fois de par ce qu'il est dans son sacerdoce, mais aussi en tant qu'homme. Parce que derrière un prêtre, il y a un homme. Et il y a un homme avec ses faiblesses, il y a un homme avec ses joies, il y a un homme avec ses questions, avec ses inquiétudes. Il y a un homme qui, comme tout homme, se positionne vis-à-vis d'existence avec parfois des moments de lassitude, des moments de fatigue. J'espère que je n'aurai pas à entrer dans cette démarche du burn-out, mais ça peut guetter tout un chacun à tout instant. Quand tu vas venir avec ton éponge ici, tu vas avoir un trou, ça va faire bizarre. T'as déjà gratté ou pas? Mais non, j'ai rien. Alors regarde, tu peux remplir ça, tu vois. Voilà. Ça c'est bien. Là s'il fallait remplir, ça en ferait beaucoup trop. Tu peux peut-être faire là. C'est bon, tu as terminé ton... Nous avons appelé la maison Barnabé parce que Barnabé, ça veut dire l'homme du réconfort.
Et Barnabé, c'est l'homme qui, dans les évangiles, lui, il est capable de voir derrière l'apparence. Il est capable de voir la beauté de l'homme derrière son visage défiguré. Donc la maison de Barnabé, c'est vraiment une aventure. On sait vers où on veut aller, mais chaque jour, on découvre le chemin par lequel on veut passer. Parce que le chemin dépend des bénévoles, dépend des dons, dépend de tous les gens qui sont aux côtés de nous. On ne maîtrise pas grand-chose, sauf l'objectif qu'on veut atteindre.